Découvrons ensemble le milieu associatif de notre Grand Sud avec les animateurs de Fréquence Évasion. Attention, restez en notre compagnie, c'est dans quelques instants sur Fréquence Évasion. La planète, les animaux et les hommes craignent pour leur santé et leur avenir. Dans quelques instants, nous allons ouvrir un nouveau dossier protection de l'environnement. Loisirs, culture, environnement, économie. Sur Fréquence Évasion, l'info dans le Sud est sans limite. Fréquence Évasion, la culture du Grand Sud. Vous écoutez Fréquence Évasion, nous sommes en compagnie d'Alain Boyaval. Nous allons parler des ours et de la captivité des ours. Merci d'être avec nous et de participer à cette émission. Bonjour. Oui, bonjour. Alors Alain Boyaval, quels sont les travaux que vous avez faits autour des ours ? Écoutez, donc moi je suis Alain Boyaval, je travaille avec ma femme qui s'appelle Isabelle et nous étudions le comportement des ours en pleine nature, donc ce qui veut dire États-Unis, Canada, Alaska. Donc une grande partie de l'année, nous sommes partis sur le terrain pour étudier leur comportement, donc les photographier, les filmer, les pister. Et ensuite, nous écrivons des livres qui sont en même temps des guides dont on pourra reparler ensuite après, que nous auto-éditons nous-mêmes. Nous faisons aussi des conférences dans le monde entier. Donc, et nous avons fait aussi un film qui s'appelle Vivre ou survivre. Alors on parle beaucoup de la disparition de l'espèce des ours. Est-ce qu'on a une idée, est-ce qu'on peut chiffrer justement l'importance de cette désertification des ours et de la disparition éventuelle de l'ursidé ? Alors, quand on parle de l'espèce ursidée, on parle des ursidés, et dans les ursidés, il existe 8 espèces d'ours. Alors, nous intéressons qu'uniquement qu'à 2 espèces d'ours. Nous avons étudié 2 espèces d'ours, que sont l'ours noir américain, Ursus americanus, le baribal, qui peuple donc l'Amérique du Nord, et l'ours brun, le grizzly, Ursus arctos. Nous nous intéressons aussi de près à l'ours noir à collier, dont on pourra reparler ensuite après, et l'ours lipu qui peuple l'Inde. Donc ces ours sont une espèce assez menacée. Oui, disons que il est évident, si vous voulez, que à travers le monde, les ours sont tous menacés. Tout simplement à cause de l'homme qui prend de plus en plus de place à travers son univers, à travers son biotope, et que ça soit l'ours lipu dont je vous parlais qui peuple l'Inde, que ça soit l'ours noir à collier qui a d'autres problèmes aussi, lui, puisqu'on en parle dans nos films où on leur prélève la bile, et il y a des fermes à ours dans les pays asiatiques. Quand on parle de l'ours brun, le grizzly, Ursus arctos, qui lui a des problèmes de déforestation, a des problèmes de pollution au niveau du saumon, et bien sûr l'homme qui envahit de plus en plus son territoire. Même l'ours noir américain qui peuple l'Amérique du Nord et qui sont au nombre approximatif, va-t-on dire, de 700 à 750 000, qui peuplent uniquement l'Amérique du Nord. Les chiffres, là encore, sont contestés, et on dit que c'est l'espèce d'ours qu'il y a encore le plus, mais elle est lapidée et chassée de toutes parts. Alors si on prend l'ours noir à collier, vous nous parliez du problème de la bile. Alors quels sont les réseaux de trafic que l'on pourrait démanteler ? Comment cela se passe-t-il au quotidien, au fil du temps ? Est-ce qu'on arrive justement à essayer de protéger ces ours ? Alors, l'ours noir à collier est braconné, chassé, élevé dans des fermes à ours. Nous venons de sortir un film qui s'appelle Vivre ou survivre, où les premières images sont des images très éloquentes puisqu'elles viennent du Vietnam, où l'ours est dans une cage de 2 mètres sur 1 mètre, je ne sais pas si vous imaginez. On lui prélève la bile d'une façon barbare. Il a déjà une patte coupée, notamment parce qu'on les consomme, les pattes d'ours, là-bas, dans ces pays-là, hein. Donc, il faut le savoir, on les met dans des bols de soupe, et c'est très très cher dans les restaurants. Et donc, cette espèce pourrait, je dis bien, être quasiment la première à disparaître de la Terre. À propos de l'ours noir à collier, quel est le commerce que l'on effectue justement à propos de ces prélèvements de bile ? Tout simplement pour la pharmacopée asiatique. Soi-disant, la bile
la vésicule biliaire donc soigne à peu près toutes les maladies. Alors il y a des controverses là-dessus et bien sûr il y a des palliatifs, il y a des choses, il y a des médicaments qui font en sorte que des produits de synthèse qui font en sorte que ça a les mêmes vertus que la bile, mais vous savez, ça c'est très 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 ancestral. Donc effectivement, là on se retrouve pour lutter contre ce problème-là. Nous sommes en relation avec l'ambassade du Vietnam, justement pour essayer de stopper ces hémorragies, mais ce sont des États souverains, comme ils le disent si bien, et il est très difficile d'intervenir dans ces pays-là. Nous, notre film est véhiculé partout, dans le monde entier, et donc nous l'avons fait en cassette. Il est bon que les gens qui veulent se le procurer peuvent se le procurer et le véhicule cette image et montre ce qui se passe par ailleurs, parce qu'il est évident que quand on le montre, ça dérange bien sûr toutes ces choses-là, quoi, qui sont vraiment bien implantées, quoi. Alors évidemment, sans tomber dans la sensiblerie, comment faites-vous pour capter aujourd'hui les téléspectateurs, les auditeurs, pour justement essayer des sensibilités à ces problèmes que rencontrent les ours? Vous savez, l'attention, elle est toute. Vous verriez les premières images, les premières secondes de notre film, elles sont très difficilement soutenables. Donc, quand on les voit, on est automatiquement la conversation ensuite, les débats ensuite s'opèrent et là, automatiquement, il y a plein de gens qui ne savent pas que dans ces pays-là, ces choses-là existent, quoi. Hein. Donc, il est bon de le dire et de le faire savoir. Alors sur le continent indien, qu'est-ce qui menace l'ours olipu? L'ours olipu, c'est encore l'homme, toujours l'homme, bien sûr. Lui a un problème très particulier, puisque là-bas, si vous voulez, il est utilisé comme ours dansant. Alors, on lui perfore le museau avec des tiges chauffées au fer rouge, on leur casse les dents avec un burin, et on les trimballe comme ça de ville en ville pour amuser les touristes. Donc ça existe. Les images aussi dans notre film, il y a des images dans notre film qui montrent ça. Et ça, c'est pas des racontards, c'est ce qui se passe réellement dans les plus grandes villes de l'Inde actuellement, quoi. Alors là aussi, est-ce qu'il y a des associations, des organismes comme par exemple On Voice ici en France qui protègent l'ours olipu et qui les empêchent peut-être de rentrer dans les cirques? Oui, ça je pourrais en parler ensuite après, hein, mais concernant donc l'ours lipu en Inde, il y a un sanctuaire qui est créé là-bas pour recueillir les ours qui sont maltraités et donc on prend cet ours-là, donc ces ours-là aux montreurs d'ours en leur proposant bien sûr un autre travail, un autre métier. Il y a des choses qui commencent à bouger, mais c'est encore long. Vous savez, l'Inde n'est pas un pays comme la France où les lois sont forcément toujours respectées, hein. Puis les gens sont très pauvres, donc il faut leur expliquer et il faut que les choses changent comme ça. Est-ce qu'on pourrait interdire justement en Inde le fait qu'il n'y ait pas d'animaux dans les cirques? Mais là, c'est pas des cirques, hein, c'est des gens dans la rue, si vous voulez. C'est ce qu'on appelle les calendars. Ce sont des peuples très pauvres et c'est leur seul moyen d'existence. Donc il faut leur expliquer que maintenant c'est terminé, quoi. C'est l'époque du Moyen Âge et qu'il faut un petit peu évoluer et il y a des choses qui changent encore. Mais vous savez, les plus grands fautifs, eh bien, ce sont aussi les touristes qui vont en Inde et qui vont se faire photographier à côté de ces ours, parce que si ils ne donnaient pas quelques dollars à tous ces gens-là, eh bien, automatiquement, ils s'apercevraient que ça marche plus leur truc, quoi. Alors un autre ours qui est menacé, c'est l'ours brun. Est-ce qu'on pourrait parler en quelques mots de la menace qui pèse sur l'ours brun? Disons que sur l'ours brun, si vous voulez, il y a les menaces de déforestation en Amérique du Nord, au Canada, en Colombie-Britannique. Bien sûr, parce que on est dans une société d'ordinateurs, mais on n'a jamais autant consommé de papier qu'en ce moment. Les papiers nos boîtes aux lettres sont remplies de papier et tout cela, ce sont à chaque coup des arbres. Donc il faut savoir aussi que dans les entreprises, on consomme énormément de papier.
Donc tout cela, ce sont des forêts. Les coupes à blanc qui sont pratiquées en Colombie-Britannique s'abattent dans les ruisseaux, notamment, qui provoquent de la sédimentation, et cette sédimentation empêche ces fameuses remontées de saumon dans les endroits où il y a des saumons, et donc enlève, bien sûr, de la nourriture aux ours. Est-ce qu'il y a de l'espoir pour l'ours brun? Est-ce qu'il y a des actions qui sont menées actuellement? Il y a beaucoup d'actions qui sont menées sur place au Canada. Donc nous, on a écrit un livre qui s'appelle « Sur les pas des plus grands prédateurs dans l'Ouest canadien » qui explique tout notre expédition pendant 4 mois, donc en Alberta, les territoires du Nord-Ouest, Yukon et Colombie-Britannique, et qui donne tout un tas de noms et d'adresses en même temps, puisque c'est un guide, mais un guide de voyage, mais en même temps de protection. C'est-à-dire, on a rencontré des acteurs de la protection sur place, et il y a des gens très forts, très éminents, les gens sont très actifs au niveau de la protection là-bas, et donc on donne tout un tas de renseignements pour que justement les gens eux-mêmes puissent contacter ces gens-là et deviennent en même temps acteurs de la protection. Donc ça c'est du concret, c'est du béton, et donc ça c'est une des mesures que l'on peut proposer concernant le travail là-bas en Amérique du Nord. Un autre ours menacé, c'est l'ours noir, le baribal. Alors qu'est-ce qui le menace, cet ours? Il le menace la même chose que le grizzly, que l'ours brun. Il vit, vous savez, le baribal est beaucoup plus forestier que le grizzly, et la chasse trophée, bien sûr, et la chasse qui est très importante là-bas menace aussi tous ces ours. Donc pareil, dans nos livres, on rencontre des gens qui sont vraiment des protecteurs, des anti-chasseurs, et qui sont là pour lutter, et que n'importe qui d'entre nous en France peut aider d'une manière quelconque, en les contactant, en leur disant qu'on existe, en leur disant que, on a envie de les aider, financièrement ou d'une autre façon, en allant aussi les rencontrer, pourquoi pas un jour. Et donc là, les gens, c'est pour cela que nous, dans nos livres, on propose aux gens de devenir eux-mêmes acteurs de la protection. C'est ça qui est très important. Et individuellement, ça commence par des petites actions. Oui, parce que vous savez, c'est déjà tellement important aux gens qui existent sur place, au fin fond de la Colombie-Britannique, admettons, de savoir que des gens, des Français, les soutiennent. Vous vous imaginez un peu comme c'est loin, et donc de savoir un peu que quelque part ils ont vu qu'ils existaient, et qu'à travers des combats, nous on donne le portrait d'une femme qui est française, qui a monté une association contre la déforestation aussi en Colombie-Britannique. Vous voyez, tout un tas de petits renseignements comme ça. Ces gens-là ont besoin de soutien, parce que le plus dur dans la vie, c'est d'être seul. Et évidemment, les ours sont menacés un peu partout. Alors, quand vous êtes sur le terrain, je dirais, quand vous observez les ours, quels sont les travaux que vous effectuez pour essayer justement de comprendre un peu mieux comment se comportent les ours dans la nature? Nous, notre travail à nous est de prendre toutes les précautions, va-t-on dire, pour ne pas les déranger et pour les approcher au plus près, pour examiner un petit peu ce que c'est que la vraie vie d'un ours, quoi. Donc, en passant par leur alimentation, en passant par leur hibernation, en passant par le pistage, en passant par tout cela. Et donc, il faut aller sur le terrain, s'immerger totalement, approcher l'animal pour pouvoir mieux le connaître. Et ça, c'est toute une partie de notre travail. Alors, est-ce que la nourriture en général, pour toutes les races d'ours confondues, est menacée? L'alimentation ne varie pas tellement d'un ours à l'autre. Il varie principalement d'une région à l'autre. C'est-à-dire qu'un ours est à 80-90% végétarien. Donc il se nourrit de racines, de baies, d'herbes, de lèches, de plantes, de petits mammifères aussi, d'insectes. Un célèbre naturaliste disait de lui, il n'y a qu'une seule chose qu'il ne mange pas, c'est le granit. Mais il est opportuniste. L'ours a cette caractéristique qu'il est opportuniste et que il va manger ce qu'il va y avoir, quoi.
Et donc à partir de là, bien sûr, si un hiver est très rigoureux, les baies ne seront pas présentes. S'il y a des feux de forêt, ça peut détruire tout un tas de son périmètre de sécurité, va-t-on dire. Mais en principe, je veux dire, il fait des recherches pour se nourrir, mais son territoire à lui va être rapetissi, si on peut dire comme cela, si la nourriture est présente autour de lui. Alors à la base, est-ce que l'ours a son propre territoire? Est-ce que, comme les chats par exemple, l'ours se limite à un territoire bien défini? Disons qu'il n'a pas vraiment de territoire. On va dire que ça peut se recouper avec d'autres ours, si c'est ça que vous voulez dire, mais on va dire qu'il a un domaine d'action ou un territoire, on peut appeler ça aussi, entre 25 et 3000 km². Mais c'est toujours en fonction de la nourriture. Il y a des rapports hiérarchiques entre les ours? Oui. Il y a une hiérarchie bien spécifique. Les gros mâles, bien sûr, passent en premier. Donc, et tout un tas de hiérarchies, les femelles avec leurs petits, les mâles adultes, ensuite les subadultes. Vous voyez, enfin, je veux dire, il y a toute une hiérarchie du plus dominant. Et quand un gros mâle arrive, en principe, eh bien, les autres s'éclipsent. Notamment, vous voyez, entre un ours noir et un grizzly, si quelquefois ils peuvent se rencontrer, eh bien l'ours noir, en principe, bien sûr ça dépend de la taille de l'animal, mais en principe s'en va et laisse la place au grizzly, quoi. Alors quand il y a des naissances chez l'ours, quel est le comportement du père et de la mère? Quelle est l'attention que les parents portent à ce nouvel arrivant? Le père ne porte aucune attention puisque lui, une fois qu'il s'est accouplé, il est parti. Donc, nous sommes au mois de juin. Il est parti, il a fait son travail, et donc la femelle reste seule jusqu'à l'entrée en tanière de son hibernation. Bon. Ensuite, quand elle va avoir ses petits, donc seule dans sa tanière, elle peut en avoir 1, 2, 3, 4, rarement 4, hein, mais nous on a fait des observations avec 4 petits, eh bien ils vont naître, ils vont peser entre 3 et 500 grammes. Donc ils vont être sans poils, sans dents, et là ils vont se greffer automatiquement sur les mamelles de la mère. Alors on sait que l'ours hiberne, combien de temps dure l'hibernation? Écoutez, l'ours hiberne parce qu'il n'a plus rien à manger. En gros, ça veut dire ça. Parce que quand il n'y a plus rien à manger dans des territoires qui peuvent en hiver aller jusqu'à moins 40 degrés, eh bien l'ours rentre dans sa tanière et là c'est un miracle de la nature, va-t-on dire. Et ensuite l'hibernation, suivant le froid et les latitudes, peuvent durer entre 1 et 7 mois de l'année. Dans les Pyrénées, chez nous dans le sud de la France, on dit qu'il faut faire attention, ne pas se promener trop dans la montagne tout seul parce qu'on risque de se faire attaquer par un ours, bien qu'il n'y ait pas de nombreux ours dans les Pyrénées. Bien sûr, on a encore ce problème de disparition de l'espèce. Est-ce que l'ours est vraiment féroce? Si on se trouve face à face à un ours, est-ce qu'on risque quelque chose quand on ne s'y connaît pas? Alors on dit tout le temps que l'ours n'est pas féroce. Mais quand on s'y connaît pas, on piste pas un ours. Donc, je veux dire, il est évident qu'il y a toujours un danger. Pourquoi? Parce qu'un ours va peser un mâle va peser je parle d'un grizzly, entre 300 kilos, 400 kilos, voire dans certaines régions jusqu'à 1 tonne. Donc, vous imaginez un peu les pattes d'un ours qui ont des griffes jusqu'à 12 cm. Il suffit de faire une erreur dans la nature pour se retrouver face à un ours, et là, bien sûr, il peut y avoir danger. Mais faut accepter le danger. Je veux dire, sans ça, il faut rester chez soi. Mais on ne va pas pister les ours quand on ne connaît pas un minimum de choses sur l'ours. Alors le fait d'avoir suivi ces ours pas à pas, qu'est-ce que ça vous a appris? On en a appris que c'est un animal fantastique, qui n'est pas féroce, qu'il fallait rester humble, et c'est pas la qualité première de l'homme, qu'il fallait savoir s'effacer, qu'il fallait aussi utiliser tous ses sens, ce qu'on n'a plus l'habitude dans notre société de maintenant, hein. Et donc, mais à partir du moment où on connaît un minimum de choses sur cet animal, on peut essayer de l'étudier, de le respecter et surtout de le laisser
en pleine nature, c'est tout notre travail, et non pas d'aller pouvoir le regarder justement et l'observer à travers des barreaux, et c'est pour cela que notre combat, c'est la captivité. Donc votre rôle premier est de faire comprendre qu'il ne faut pas capturer un ours doit rester dans la nature et lutter contre le trafic. Le trafic d'organes. Le trafic en général. Oui, vous savez, le trafic, c'est principalement sur les organes des ours. Donc du trafic, il y en a partout. À partir du moment où ça peut rapporter un petit peu d'argent, va-t-on dire. Mais il est évident qu'un ours, on ne doit pas le capturer. Et il doit vivre sa propre vie d'ours. Et donc, comme je disais, il faut savoir le respecter. Surtout le respecter. Et donc, nous, à notre propre niveau en France, on a de multiples actions que l'on peut faire, bien sûr. Donc vous réalisez des films sur les ours, je suppose que ça doit être très difficile justement de suivre ces ours pas à pas et de réaliser ces films. Il faut prendre du temps. Il faut encore une fois savoir les respecter, les approcher. Les pister, savoir lire tous les indices de présence qu'il peut y avoir, aussi bien les crottes, les poils, les griffades, les empreintes, pour pouvoir lire un petit peu les panneaux indicateurs, va-t-on dire, qui nous permettent d'approcher l'ours, et ensuite de prendre du temps et de pouvoir les photographier dignement et les filmer. Alors ces différents films, je vous laisse quelques instants nous les présenter. Quels sont les films que vous avez réalisés ? On a réalisé un seul film qui s'appelle Vivre ou survivre, qui est paru en avant-première au Muséum d'Histoire Naturelle de Paris le 23 octobre, qui est passé à Genève aussi, au Luxembourg aussi, et dans différents festivals, qui explique tout notre travail à nous sur le terrain depuis 6 ans, le pistage, les rentrées dans la tanière, etc., de superbes images d'ours bien sûr, mais aussi des images, comme je disais précédemment, qui viennent du Vietnam et de l'Inde, où nous justement on prend parti, on s'implique et on dit stop, il faut faire quelque chose, et donc il faut déjà montrer ces images, il faut déjà qu'un maximum de personnes les voient et les fassent voir. C'est pour cela qu'on les a fait en cassette, et parce que c'est important de montrer ce qui se passe, parce que bien sûr tous ces gens qui sont dans ces pays-là ne veulent pas que tout cela soit su, bien sûr. Alors en France, est-ce que le film a été bien accueilli ? Écoutez, elle remporte un très bon succès. Ça remporte, je veux dire, les gens sont sensibles. Certaines personnes ne veulent pas voir les premières images parce que c'est trop dur. Mais enfin, il n'y a pas que des belles choses dans la vie. Il faut savoir voir cela. Il ne faut pas croire que même nous, quand on les regarde, on n'est pas ému, même au bout de 50 000 fois, parce que ce sont des images dures, mais elles existent. Il y a des animaux qui souffrent, et donc il ne faut pas uniquement voir ce qu'il y a de beau dans la vie, il faut voir aussi ce qu'il y a derrière le décor. Et quand on prône des pays comme la Chine, qui est venu, où tous les Champs-Élysées étaient colorés aux couleurs de la Chine, eh bien, il faut voir ce qui se passe derrière là-bas, notamment pour les ours. Et là, peut-être que certaines voix s'élèveront, mais ça c'est dur de sensibiliser les gens sur un animal comme cela. Alors comment peut-on trouver la cassette vidéo du film ? Uniquement chez nous, parce que c'est comme nos livres. Nos livres, nous les éditons nous-mêmes à 500 exemplaires, nos cassettes à 500 exemplaires. Il faut que les gens puissent me contacter, ils peuvent m'appeler quand ils veulent sur mon portable, et donc il n'y a aucun problème pour pouvoir se les procurer. Justement, vous allez nous donner les coordonnées, le numéro de téléphone où l'on peut vous joindre, afin que les auditeurs de Fréquence Évasion, sensibilisés par le problème que rencontrent les ours, vous contactent. Oui, alors donc les gens peuvent m'appeler sur mon téléphone fixe au 03 44 23 48 81, ou sans cela sur mon portable directement 06 08 98 42 41. Nous avons aussi un site internet qui est www.faune-explo-explo.com.
En quelques mots, vous pouvez aussi nous présenter, nous parler des livres que vous avez écrits? Alors nous avons écrit un premier livre qui est sur les traces des derniers grizzlies en Amérique du Nord, qui parle de toute notre épopée au Wyoming et au Montana. Et nous avons écrit un deuxième livre sur les pas des plus grands prédateurs dans l'Ouest canadien, qui parle de tout l'Ouest canadien, qui est notre épopée de plus de 4 mois avec 24 000 km, 400 km à pied. Donc il est beaucoup plus préférable d'aller soit dans des pays comme ça, soit de pouvoir voyager à travers des films ou des livres, que plutôt d'aller les voir à travers les barreaux. C'est toujours ce que je dis, quoi. Alors pour nos amis français et nos amis du sud de la France, vous aviez quelque chose à nous dire, à nous présenter sur la maison de Sanary. Oh, vous savez, la maison de l'ours à Sanary, parce que tout notre travail, comme je disais, en France, c'est de lutter contre la captivité. Il faut savoir qu'en France, il y a encore 7 à 8 montreurs d'ours. Il y a encore 2 à 3 dresseurs d'ours. Il faut savoir que dans les zoos, les ours sont souvent limités dans des fosses à ours bétonnées, qui est anti-ours, et notamment, et les cirques, j'en parle même pas des cirques où les dresseurs d'ours et les montreurs d'ours agissent en toute impunité, et on voit des choses que moi-même j'ai pu photographier et filmer, des ours sur des bicyclettes, sur des ballons, qui sont vraiment dégradants pour cet animal, mais qui est uniquement fait pour le business. Alors, et puis cette maison de l'ours à Sanary, qui est un scandale, va-t-on dire, parce que ce sont 2 ours qui sont dans une fosse bétonnée. Eh bien, les gens qui vont là-bas n'ont qu'à regarder le regard de l'ours, voir si d'après eux ils sont heureux, et ensuite c'est à chacun de juger. Mais vous savez, aller là-bas pour tranquillement aller se promener le dimanche après-midi et pour voir un ours dans des conditions pareilles, c'est vraiment pitoyable, je dis. C'est vraiment très pitoyable. Alors justement, un ours qui est en captivité, qui est remis en liberté, est-ce que cet ours pourrait se réadapter, ou au contraire, est-ce que cet ours risque de mourir? Non, un ours qui est en captivité ne peut pas être mis en liberté. C'est pas possible. Donc, il faut qu'il soit accueilli dans un endroit beaucoup plus propice, et c'est pour cela que nous, on a monté notre propre association qui s'appelle Protect Bear, qui est en train de recueillir des fonds pour construire un sanctuaire, je dis bien, qui va recueillir les ours qui sont maltraités de par le monde. Donc tous ces ours dont je vous ai parlé, eh bien nous sommes en train de construire un endroit où on va les respecter et où on va éduquer les gens aussi qui le voudront, qui pourront venir, certaines personnes qui pourront venir justement voir un petit peu et ce que c'est que la vraie vie d'un ours et pourquoi on a mis ces ours et chaque histoire de chaque ours. Et c'est ça qui est important, si vous voulez, c'est que les zoos, eux, font des collections d'animaux et uniquement des collections avec l'animal attractif qui va faire un petit peu plus d'entrée, va-t-on dire. D'autres zoos qui pratiquent aussi les numéros d'animaux, comme les cirques, puisque beaucoup d'anciens du cirque travaillent dans les zoos, il faut savoir. Vous savez, je dirais simplement, pour terminer, quelque chose qui m'a choqué énormément. Je suis allé faire une enquête chez un dresseur d'ours. Je dis dresseur parce que c'est un monsieur qui est plus qu'un montreur, c'est-à-dire qu'il fait faire des numéros à l'ours qui ne sont pas du tout adaptés à cet animal. Donc automatiquement, ce sont des numéros anti-animal, montés sur des ballons, des bicyclettes et tout ce qui s'ensuit. Alors, je suis allé voir ces 2 personnes-là, et ils venaient de recueillir un petit ourson grizzly, une petite femelle d'1 an. 1 an, vous imaginez. Et qui était dans un camion, dans une cage de 2 mètres sur 1. Et ce petit ourson grizzly, il venait de l'avoir de la part d'un zoo. D'un zoo qui se trouve dans le sud de la France, dans votre région. Et ce zoo l'avait donné et en dessous de table, c'est-à-dire pas donné officiellement, mais payé en dessous de table. Et donc, cet ours-là, maintenant, va se retrouver pendant 20
à 25 ans, puisque c'est à peu près la durée de vie d'un ours, dans un camion, à voyager 11 mois sur 12 et à faire des numéros sur commande. Eh bien, vous voyez, quand moi je vois ça, ça me rend malade. Et je me suis juré que malgré toutes nos expéditions, nos voyages, je pourrais me contenter de cela, moi, avec Isabelle, de uniquement faire notre travail de naturaliste, de photographe, de cinéaste. Non, nous, on s'implique pour la protection et on dit stop, justement, à toutes ces choses-là. Et je peux vous garantir que toutes ces choses-là seront bien sûr connues haut et fort, puisque quand il faut le dire, il faut savoir et comprendre, c'est tout notre travail, et il faut que tous ces gens-là le sachent. Et moi, j'indique, puisque je pense que Sanary est dans votre région, entre autres, et d'autres zoos, eh bien, que les gens qui peuvent aller voir tous ces ours, eh bien, soient indignés, puisque la place de l'ours, encore une fois, je le répète, n'est pas à travers les barreaux, n'est pas dans une fosse bétonnée, mais est en pleine nature. Pour terminer sur notre région, dans le sud de la France, que ce soit dans les Pyrénées ou dans les Alpes, est-ce que vous auriez un bilan à faire? Est-ce que vous auriez un constat? Est-ce que vous pourriez nous donner quelques informations concernant justement les ours? Écoutez, nous, on ne s'intéresse pas aux ours des Pyrénées. Bon, je dis simplement que lors d'un festival, on a rencontré Jean-Jacques Camara, qui, lui, s'implique énormément au niveau des ours, qui, lui, pense que la situation est positive. Bon, et que, quelque part, il espère et il pense que l'ours pourra peut-être réussir à vivre dans les Pyrénées. Personnellement, je ne sais pas si c'est la vérité. Moi, je dis en principe, donc les gens qui habitent le sud, et notamment même les Français en règle générale, n'aiment pas trop les animaux. Ils préfèrent les chiens, les chats et les poissons rouges. Mais les prédateurs, on voit le nombre d'ours, le nombre de problèmes qu'il peut y avoir avec un minimum d'animaux. Et vous savez, quand nous on part aux États-Unis, en Colombie-Britannique, au Canada, les gens là-bas ne savent pas qu'on a des ours en France. Et quand on leur dit qu'on a à peu près une douzaine d'ours, puisque c'est à peu près le cas, et avec un maximum de problèmes, ils sont vraiment morts de rire. Et moi je dis une seule chose, c'est que les bergers qui travaillent en Colombie-Britannique, vous savez, la Colombie-Britannique, ça fait 950 000 km², pratiquement 2 fois la France. Là-bas, les chiffres officiels disent qu'il y a environ 140 000 ours noirs, environ 14 000 grizzlies, 8 000 loups et 6 000 pumas, sans parler des autres animaux. Bien. Et simplement une chose, c'est que les bergers là-bas, qui habitent là-bas, sont fiers de garder leurs brebis, puisqu'il y a des gardiens, il y a des bergers, sont fiers de garder leurs brebis au milieu des prédateurs. En France, on n'en veut pas des prédateurs. Et moi, si j'étais berger, dans les Pyrénées, j'aimerais être entouré d'ours et de loups pour dire que j'ai réussi à faire mon métier. Alors une dernière question, car il est temps de conclure. Existe-t-il des systèmes de protection, des associations au niveau mondial pour protéger ces ours? Je pense qu'il existe plusieurs associations tout à fait mondiales, certainement. Les associations sont spécialisées dans tel ou tel domaine, vous voyez, certaines dans la déforestation, d'autres dans la captivité, d'autres sur d'autres secteurs comme la médecine traditionnelle chinoise. Je pense que tous les gens qui veulent avoir des contacts et protéger l'ours d'une façon quelconque peuvent m'appeler. Il n'y a pas de problème. Moi, je suis ouvert à toute proposition et mon portable est régulièrement ouvert. Et je rappelle n'importe qui veut une question, une réponse, une conférence, une exposition. Vous voyez, on est là pour ça et on ne laissera jamais quelqu'un lettre morte. Est-ce que vous avez projeté de venir faire des conférences dans nos régions, ici, dans le sud de la France, Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon et Provence-Alpes-Côte d'Azur? On pense
peut-être en faire une du côté de Pau, mais on n'en est pas encore sûr. Maintenant, il est sûr que on nous attend certainement au tournant, mais nous, on peut venir dans ces terrains-là. Vous savez, un jour, j'avais un 4x4, un pick-up avec, je ne l'ai plus maintenant, mais avec des plaques américaines, et on m'a dit, ne viens surtout pas dans le sud avec ton pick-up parce qu'il va être désossé avec ces plaques-là. Donc voilà un petit peu la réponse que je vous fais. Maintenant, j'accepte toute proposition parce que les terrains ennemis, ça me connaît, et puis de toute façon, on est là pour faire changer les choses. Eh bien, merci de nous avoir informés justement sur les problèmes que rencontrent les ours. Merci d'avoir participé à cette émission sur Radio Fréquence Évasion. À très bientôt pour un autre rendez-vous peut-être. Au revoir. Merci, au revoir. Vous écoutez Fréquence Évasion partout dans le Grand Sud, entre Menton et Toulouse. À bientôt pour un autre rendez-vous. Fréquence Évasion.